Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce mercredi. La deuxième journée du sommet africain sur l'énergie nucléaire a été consacrée aux moyens de mobiliser les financements, l'innovation, le développement des infrastructures, les partenariats, les technologies et la collaboration entre les pays afin de trouver des solutions concrètes pour parvenir à des solutions énergétiques durables et attractives pour les investissements sur le continent africain. Lors d'une session conjointe, la ministre de la Technologie et de l'Innovation, Paula Ingabire, et la directrice générale de l'Agence nationale des mines, du pétrole et du gaz, Alice Ouassé, ont discuté de l'utilisation de l'énergie nucléaire pour atteindre les objectifs spatiaux, ce qui nécessitera la construction de petits réacteurs modulaires comme l'une des solutions durables attendues à la crise énergétique en Afrique. La ministre Paula Ingabire a souligné l'importance de l'énergie nucléaire pour combler le déficit énergétique en Afrique. Les analystes économiques ont estimé que le renforcement des relations entre le Rwanda et la Tanzanie continuera d'apporter des bénéfices importants aux deux pays, notamment grâce au port de Dar es Salaam, par lequel transitent 70% des marchandises importées au Rwanda, ainsi que celles destinées aux pays voisins. À cela s'ajoutent les investissements réalisés de part et d'autre qui ont permis de créer de nombreux emplois. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. Lors de ces discussions tenues dans le cadre du sommet africain consacré à l'énergie nucléaire, actuellement organisé à Kigali, il a été souligné qu'à l'horizon 2050, la population africaine dépassera le 2,5 milliards d'habitants. Avec l'expansion des villes, la croissance des industries et le développement des infrastructures nécessitant davantage d'électricité, le continent devra disposer d'une production énergétique suffisante pour soutenir cette évolution. Honorable Kandé Yumkela, président de l'organisation PICREF, chargé de la protection de l'environnement et de la promotion des énergies renouvelables en Sierra Leone, affirme que les pays africains doivent se préparer dès maintenant. Certains États y a déjà pris de l'avance. We need to connect 80 million Africans every year to electricity. Nous devons fournir de l'électricité de plus de 80 millions de personnes chaque année, alors qu'aujourd'hui, nous ne sommes qu'environ 23 millions. Cela montre clairement l'ampleur des efforts nécessaires dans les années à venir. Plusieurs pays africains se sont engagés à soutenir l'objectif de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement visant à fournir l'électricité à 300 millions de personnes. Le plus important aujourd'hui, c'est que les bases sont déjà posées. Il ne reste que maintenant à préparer les mécanismes permettant d'exploiter l'énergie nucléaire si nous voulons réellement atteindre cet objectif. Prenons l'exemple du barrage d'Inga qui devait produire plus de 50 000 MW d'électricité sans toutefois atteindre les résultats attendus. Le docteur Donald Kaberuka, président du Conseil financier d'investissement Southbridge, a estimé que la solution la plus réaliste pour permettre à l'Afrique de répondre à ses besoins énergétiques et d'accélérer son développement réside dans la construction de petits réacteurs nucléaires. Nous souhaitons tous renforcer la coopération avec d'autres régions car cela reste essentiel. Mais qui parmi nous n'a jamais entendu parler de difficultés du projet du barrage d'Inga? L'avantage de l'énergie nucléaire, c'est qu'elle peut être développée dans des zones qui ne nécessitent pas autant de contraintes que des barrages hydroélectriques, qui doivent être construits près de ressources en eau. Les énergies solaires et éoliennes exigent, elles aussi, des conditions particulières et des infrastructures complexes. Voilà pourquoi nous devons envisager sérieusement l'option nucléaire. Concernant le financement des projets nucléaires, les participants ont reconnu qu'aucune institution ne peut, à elle seule, supporter de tels investissements. Ils ont insisté sur la nécessité d'une coopération entre la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et les acteurs du secteur financier et de l'investissement. Lucie Tchege, directrice du département chargé des projets du financement des infrastructures à la Banque de commerce et de développement,
CTDB, a indiqué que le principal défi restait l'absence de mécanismes de financement durable sur le continent. L'un des principaux problèmes aujourd'hui est l'absence de solutions de financement durable pour ce type de projet sur notre continent. Dans ces conditions, il est difficile d'espérer des retombées à long terme. Lorsque l'on compare des besoins d'investissement avec les chiffres évoqués actuellement, il apparaît clairement que nous avons besoin de financement stable et durable, ce qui fait encore défaut aujourd'hui. C'est précisément le sujet central de nos discussions. Le manque d'électricité en Afrique continue de freiner le développement industriel dans de nombreux pays, notamment à cause de coupures fréquentes de courant. Les experts présents ont indiqué qu'en 2035, les besoins énergétiques du continent atteindront environ 650 gigawatts, alors que la capacité actuelle de production électrique en Afrique n'est que de 260 gigawatts. Les acteurs du secteur nucléaire estiment que l'Afrique doit trouver ses propres solutions pour garantir un approvisionnement électrique stable, indispensable au fonctionnement des principales industries sur le continent. Ils sont également convaincus que l'Afrique doit donner aux jeunes les moyens de mieux exploiter les abondantes ressources naturelles. Le récit de Patrick Nilitandi. Lors de l'ouverture de la 2e conférence africaine sur l'énergie nucléaire, Dr Lassine Zerbo, directeur de l'Agence rwandaise de l'énergie nucléaire, a exprimé son incompréhension face au fait que le continent africain, bien que disposant de tous les atouts nécessaires, soit le seul à être privé d'un approvisionnement électrique stable. Aujourd'hui, près de la moitié des Africains n'ont pas accès à une électricité fiable, alors même que notre continent recèle nombre de ressources essentielles à la révolution énergétique mondiale. Uranium, cobalt, lithium, graphite et terres rares. Le problème de l'Afrique n'est donc pas un manque de ressources naturelles, mais la manière de les transformer en levier de développement. La question n'est plus simple. Comment électrifier l'Afrique ? Il s'agit plutôt de savoir comment aider l'Afrique à atteindre l'industrialisation, l'indépendance technologique et en matière de communication et un développement durable à long terme. Il est nécessaire de noter que, comme cela a été récemment rapporté, les institutions financières internationales reconsidèrent leur soutien à l'énergie nucléaire civile. L'Afrique ne doit pas rester spectatrice de cette nouvelle ère énergétique. Comme le dit l'adage, un pays qui n'est pas à la table des négociations est un pays à proscrire. L'Afrique ne doit pas seulement aspirer à une place à la table des négociations et doit aussi jouer un rôle actif dans la construction de cette table. C'est ce que nous nous efforçons à faire à la NESA. Dr Lassine Zerbo a également affirmé que le développement de l'Afrique est impossible si l'éducation dispensée aux jeunes n'est pas axée sur les sciences et appelé à une coopération renforcée dans ces domaines. The world's largest technologies companies, Microsoft, Google, Amazon and Meta. Les plus grandes entreprises technologiques mondiales telles que Microsoft, Google, Amazon et Meta investissent massivement dans l'énergie nucléaire. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle et les centres des données consomment d'énormes quantités d'électricité et fonctionnent en continu. Ces entreprises ont compris une vérité fondamentale. Aucune technologie intelligente ne peut accomplir de grandes choses sans une énergie fiable, durable et propre. L'avenir de l'énergie nucléaire dépendra également du talent et du savoir-faire des Africains. C'est essentiel. Notre principal atout, c'est notre peuple, son savoir. Avant les réacteurs, il y a les ingénieurs. Avant la mise en œuvre, la formation. Et avant la liberté, le savoir. C'est pourquoi des programmes comme NISA, Next Generation, ainsi que les partenariats universitaires sont si importants.
La question du savoir a également été soulevée par le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, qui a souligné que l'Afrique doit s'en préoccuper car il est impossible d'atteindre cet objectif tant que le nombre de personnes bien éduquées reste faible. Mariano Grossi a également rappelé aux pays africains que l'injustice causée par l'interdiction d'investir dans l'énergie nucléaire est désormais officiellement levée et les a exhortés à saisir ces opportunités pour obtenir des résultats concrets. Des responsables de différentes institutions ainsi que des dirigeants des banques de développement africaines ont échangé sur les mécanismes de financement des projets de construction des petits réacteurs nucléaires afin d'apporter une solution durable au déficit d'électricité qui persiste sur le continent africain. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. Le corridor central reliant au port de Dar es Salaam au pays de la région de l'Afrique de l'Est de le Rwanda constitue aujourd'hui la principale voie de transit pour près de 70% des marchandises entrant au Rwanda et celles destinées aux États voisins. En 2025, la valeur des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays a atteint 263 millions de dollars américains. L'expert en économie Kalisa John Bosco estime que le Rwanda et la Tanzanie entretiennent une coopération commerciale solide dont les deux parties tirent profit. Le Rwanda importe beaucoup de produits en provenance de la Tanzanie, notamment du riz, du ciment et du maïs. Il s'agit d'un commerce très important qui, lorsqu'on le chiffre, représente près de 150 millions de dollars américains par an, avec une croissance continue. De son côté, le Rwanda exporte également plusieurs produits manufacturés, issus notamment des entreprises installées dans la zone économique spéciale, comme celle du groupe Azam vers le pays voisin. Dans le cadre du développement du tourisme, les deux pays ont franchi une nouvelle étape de coopération économique en 2026, après le lancement par Rwandair de vols directs vers l'île de Zanzibar. Comme beaucoup le savent, ces deux destinations sont fortement touristiques et cette liaison était très attendue. Nous offrirons désormais 4 vols par semaine. Le démarrage a été très positif puisque nous avons commencé avec 109 passagers dès le premier vol. Que ce soit sur nos lignes régionales, européennes ou britanniques, de nombreux voyageurs souhaitent découvrir cette destination. Nous allons donc continuer à les acheminer via Kigali pour renforcer les échanges touristiques. Entre 1997 et mars 2026, l'agence tanzanienne de promotion des investissements a recensé 42 projets d'investissement rwandais en Tanzanie, représentant une valeur de 325,5 millions de dollars américains en ayant généré environ 2225 emplois pour les citoyens tanzaniens. La compagnie nationale d'électricité de la Tanzanie, TANESCO, ainsi que le Rwanda Energy Group prévoient également de collaborer dans le domaine du commerce de l'électricité entre les deux pays afin de soutenir le développement économique régional. L'économiste Strato Habyarimana estime lui aussi que des échanges commerciaux entre le Rwanda et la Tanzanie se portent bien. Ubucuruzi hafi mpuzamahanga hafi 70% bunyura mu cyambu cya Tanzania. Près de 70% du commerce international transite par le port de Tanzanie. Le corridor central reste donc le principal passage des marchandises. Même si le trajet peut prendre plusieurs jours, la majorité des camions empruntent cette route, car elle reste plus accessible que le corridor nord, qui comporte davantage de frontières à traverser. Depuis la Tanzanie, les marchandises franchissent essentiellement une seule frontière avant d'arriver à la destination, ce qui réduit le retard. C'est pourquoi la Tanzanie demeure un partenaire stratégique pour le Rwanda, sans oublier les exportations rwandaises vers ce pays qui atteignent environ 5 millions de dollars par an. La visite de la présidente de la République unie de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, au Rwanda intervient quelques semaines après celle effectuée en Tanzanie par le président du Rwanda, Paul Kagame, au début de ce mois.
Une dynamique qui témoigne de la volonté politique des deux États de renforcer davantage les relations bilatérales. Et vous suiviez là donc des analystes économiques qui ont estimé que le renforcement des relations entre le Rwanda et la Tanzanie continuera donc d'apporter des bénéfices importants aux deux pays, notamment grâce au port de Dar es Salaam qui transite 70% des marchandises importées au Rwanda. Le ministère de l'égalité du genre et du développement familial, MIGEPROF, se dit préoccupé par les conflits familiaux persistants où certains couples vivent sous le même toit sans communiquer, chacun dans sa chambre, une situation parfois qualifiée de conflit intelligent. La secrétaire permanente du ministère, Batamuriza Mireille, juge cette situation inappropriée et exhorte les couples concernés à résoudre leurs problèmes au plus vite, car leur persistance a des conséquences néfastes sur les enfants et les relations familiales en général. Normalement, un foyer doit avoir de la vie. Le dialogue doit exister. Le concept SMART, ou vivre en intelligence, n'est pas l'idéal, car souvent le conflit s'est déjà installé et le silence est un poison dangereux. Lorsque l'un des partenaires s'exprime, son vis-à-vis sait qu'il y a un problème. Donc, le silence est à proscrire. Ce silence est dangereux pour le foyer, mais surtout pour les enfants. Les conseillers et les psychologues peuvent les aider à résoudre leurs problèmes dans l'intérêt de chaque partie, surtout pour les enfants. Au Rwanda, de plus en plus de mères font enregistrer leur nouveau-né immédiatement après l'accouchement grâce aux efforts déployés pour rapprocher les services d'État civils des établissements de santé. De nouvelles statistiques de l'Institut national des statistiques du Rwanda ont montré que près de 93% des enfants nés en 2025 ont été officiellement enregistrés à la naissance. Le récit de Patrick Nyilidandi. Dans le service de maternité de l'hôpital Kakiro, de jeunes mères bercent leurs bébés, parfois âgés de quelques heures seulement. Parmi elles, Bibuimana Henriette et Uwamahoro Aline, qui ont toutes les deux donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. À l'occasion de la fête des mères au Rwanda célébrée dimanche, les deux mères ont reçu des cadeaux pour leur nouveau-né. Mais au-delà des festivités, elle confie que l'un des plus grands soulagements a été l'accès direct au service d'enregistrement des naissances à l'hôpital. À l'hôpital, après l'accouchement, les nouveau-nés sont enregistrés immédiatement. J'ai accouché des jumeaux, un garçon et une fille. Je suis très heureuse et reconnaissante envers Dieu de m'avoir donné des jumeaux. Avant, nous rentrions d'abord à la maison et puis nous nous occupions de l'enregistrement des enfants. Mais maintenant, tout est fait à l'hôpital. Les responsables de l'hôpital de Kakiro indiquent qu'un agent d'état civil est présent en permanence dans l'établissement, permettant ainsi aux parents d'enregistrer leur nouveau-né avant de rentrer chez eux. Selon l'Institut national de la statistique du Rwanda, plus de 356 000 enfants ont été enregistrés à l'état civil en 2025, soit 92,9% de toutes les naissances. Cela représente une augmentation par rapport aux 90,3% enregistrés en 2024. Les mères de l'hôpital Kakiro figuraient parmi les bénéficiaires de kits d'hygiène distribués aux familles dans 6 établissements de santé de Kigali. Cette initiative a été soutenue par un fabricant local des produits d'hygiène. Au-delà de l'enregistrement des naissances, les nouvelles statistiques familiales mettent également en lumière l'évolution des tendances sociales au Rwanda. Les chiffres officiels montrent que plus de 50 000 mariages ont été enregistrés en 2025, un chiffre légèrement inférieur à celui de l'année précédente. Cependant, les autorités s'inquiètent également du nombre croissant des divorces et de leurs conséquences sur les enfants. Les conflits familiaux figurent parmi les principales causes d'abandon scolaire, notamment chez les filles, et des maltraitances infantiles. C'est pourquoi, au niveau du district, en tant que Kichukiro, nous avons décidé de collaborer pour lutter contre ce problème.
Les spécialistes de la famille affirment que l'autonomisation économique des couples peut renforcer les foyers, à condition que la communication et la stabilité soient préservées. Si les hommes et les femmes travaillent ensemble, au-delà de la simple recherche du profit, cela signifie simplement qu'ils construisent une famille plus forte. Cependant, si l'un des deux est le seul à gagner de l'argent, il peut devenir trop orgueilleux, ce qui engendre des manques de respect et d'autres difficultés au sein du foyer. Les données de l'état civil montrent que plus de 4400 cas de divorce ont été enregistrés en 2025, dont plus de 2600 ont été prononcés par les tribunaux, soit plus du double du nombre de l'année précédente. Le rapport indique également que plus de 800 femmes se sont mariées avant l'âge de 21 ans. L'âge moyen de mariage est désormais de 28 ans pour les femmes et de 32 ans pour les hommes. Certains investisseurs étrangers opérant au Rwanda ont salué les efforts du pays pour faciliter l'investissement et ouvrir davantage son marché au commerce international. Selon les analystes économiques, cette dynamique constitue un levier important pour atteindre les objectifs de développement que le pays s'est fixé. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. Ignacio Laisesca, un investisseur originaire d'Espagne, développe un projet d'usine de transformation de produits issus de l'exploitation minière. Après une année d'activité, il affirme avoir bénéficié d'un accompagnement significatif des autorités rwandaises. Prévu, selon lui, l'engagement du pays en faveur des investissements internationaux. Le gouvernement nous a beaucoup aidés. Lorsque vous entrez ici dans l'usine, vous constatez qu'il nous accompagne progressivement pour son expansion, notamment en facilitant l'accès à l'électricité là où elle n'était pas encore disponible. Nous avons également collaboré avec différentes institutions pour mettre en œuvre les projets industriels. Un témoignage que partage également Balbul Tahil, investisseur d'origine turque installé au Rwanda depuis 8 ans. Il se souvient particulièrement de la facilité avec laquelle il a pu enregistrer son entreprise dès son arrivée. Honnêtement, je pense que ça serait compliqué. Mais lorsque vous disposez de tous les documents requis, tout se fait le même jour. J'ai été servi immédiatement. L'accompagnement que nous avons reçu était professionnel et inoubliable. Pour l'économiste et professeur Karuranga Ejid, la poursuite de cette tendance à la hausse des investissements internationaux permettra au Rwanda d'atteindre ses ambitions à long terme, notamment celles définies dans la vision 2050 et de la deuxième phase du programme national de transformation, NCT2. Si tout continue dans cette dynamique vers la vision 2050, d'ici 2063, nous aurons des résultats concrets à présenter. Ils sont déjà visibles aujourd'hui, mais nous devons continuer à nous positionner en tête en Afrique, notamment en matière de sécurité, de gouvernance et de productivité. Par ailleurs, les prévisions de Rwanda Development Board indiquent que cette croissance des investissements privés devrait générer environ 38 150 emplois. De son côté, la Banque nationale du Rwanda rapporte que les investissements directs étrangers ont atteint 872,9 millions de dollars américains en 2024. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et surtout, portez-vous bien.